Les 5 pires BMW du 21e siècle. Oui, je sais, vous attendiez tous ce classement qui va égratigner la marque chère à mon cœur. Non. C'est parti pour ce hors-série top 5 des pires BMW. Attention, petit disclaimer, c'est un top qui est personnel, donc subjectif. Donc il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi. La barre de commentaires est là juste en dessous pour proposer vos modèles. Donc n'hésitez pas, il me tarde de lire vos propositions. Si le format vous plaît, pouce bleu et abonnement, vous avez l'habitude. Et s'il ne vous plaît pas, merci pour la vue. Pouce bleu et abonnement. C'est parti. La BMW X1 nom de code E84 est le tout premier SUV compact premium de la marque bavaroise. Et surtout, il arrive juste avant ses principaux concurrents, à savoir l'Audi Q3 et la Mercedes GLA. Encore un truc de gonzesse. Il faut dire qu'à l'époque, BMW y allait plutôt mollo quand il s'agissait de transgresser les traditions. Mais vous inquiétez pas, hein, vous verrez par la suite que les traditions, ils vont bien se torcher le cul avec. Comment ça, mon ref? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce X1? Moteur avant, 4 et 6 cylindres, diesel, essence, ok. J'aime bien. Propulsion, 4 roues motrices. Pourquoi je l'ai mis dans ce classement au final, ce truc? Bonne question. Premièrement, parce que ce véhicule a poursuivi la démocratisation des SUV au sein de la gamme BMW. Les amoureux de la marque, les puristes, les BMistes, les vrais de vrais, ils veulent des berlines, des coupés, des roadsters, Bébé d'amour. des cabriolets et surtout pas de SUV. Au niveau de son design, on reconnaît de suite la patte de Chris Bangle, le designer controversé de BMW. Et ce jusqu'en 2009, même si ce X1 c'est pas vraiment son bébé à lui. Pas officiellement en tout cas, parce qu'on a un avant qui est absolument disgracieux. On a des optiques avant immenses. L'arrière manque à mon sens d'équilibre avec cette lunette qui prend quasiment toute la place. Un profil plus proche du break surélevé que du 4x4. C'est en gros la définition du cul entre deux chaises. L'intérieur, lui, c'est le même que celui de la série 1 de l'époque. Il en hérite donc des mêmes qualités, à savoir un dessin plutôt sympathique, mais aussi des défauts, notamment sa finition indigne de la marque et ce porte-gobelet qui sert strictement à rien à part casser le genou gauche de votre passager. Au final, cet intérieur est plutôt robuste et vieillit bien dans le temps. Enfin, n'oublions pas que c'était l'époque des gros soucis de fiabilité moteur, notamment sur le moteur N47 diesel des versions 18D et 20D, à savoir les plus répandues. Malgré son succès et comme c'est la moins transgressive de toutes, j'ai décidé de classer ce BMW X1 en 5e position de mon top 5 des pires BMW du 21e siècle. La série 5 Gran Turismo, nom de code F07. Et oui, je vais vous donner les noms de code de chaque modèle, c'est comme ça que parlent les vrais BMistes. Conversation de BMistes. Alors les coussinets de ta E60, ça dit quoi? M'en parle pas, quel enfer. J'étais moins emmerdé avec le S62 de ma E39. C'était une conversation de BMiste. Donc cette 5 GT, par où commencer? Entre le design extérieur, l'esthétique de la carrosserie ou encore la gueule de la voiture, j'ai décidé de commencer avec la gueule de la voiture. Ah ça. Elle est moche cette voiture, mais putain qu'est-ce qu'elle est moche. Je sais même pas par où commencer tellement c'est disgracieux au possible. Les phares ont énormément grossi par rapport à la série 5 de base. La voiture paraît gigantesque et cette arrière... Mon Dieu, mais qui a validé ça chez BMW? Bonne question. Alors la 5 GT, tac, elle est sortie, hein. Oh putain, en 2009. Encore lui. Franchement, quand vous regardez l'engin, on pense à tout sauf à une BMW. Si j'étais prof, j'aurais mis un 0 sur 20, tant c'est hors sujet du début à la fin. Et même à l'intérieur, hein, c'est pareil. Comprenez qu'une BMW, ça se sent, ça se vit, ça se ressent et ça s'entend aussi. D'autant plus quand on a un V8 de plus de 400 chevaux sous le capot. Et qu'est-ce qu'elle a à nous offrir cette BMW série 5 GT? Bonne question. Du luxe, du confort et du silence. Mais putain, on veut l'entendre ce V8. Même à l'extérieur, on n'entend rien, que dalle, walou.
Bref, si je suis pas le seul en Europe à détester cette voiture, c'est tout simplement parce qu'elle n'était pas destinée à notre marché, plutôt au marché chinois. Alors eux, ils adorent, hein. Vu la taille et les prestations, c'est pas étonnant. Série 5 GT, 4e du classement. Allez, on enchaîne sur le podium. Alors là, on va évoquer le chef-d'œuvre de Chris Bangle. Au final, j'aurais presque pu dédier toute cette vidéo à tout son casier judiciaire. C'est la pièce maîtresse de ses créations, l'apogée de sa carrière de designer qui va sans mentir le propulser à la tête du département design de la marque. Qu'on soit bien d'accord, hein, la BMW série 7 E65, c'est pour moi la plus moche de toutes les BMW du 21e siècle. Elle est moche. Y a rien qui va, sérieux, rien du tout. L'avant est d'une laideur absolue. Regardez-moi ces yeux globuleux, c'est horrible. En plus, ils sont magnifiquement mis en valeur avec ces sourcils orange. Dégueulasse. Alors que les Angel Eyes créés par la marque, franchement, c'était trop beau à l'époque. Le bouclier, il est basique au possible, il raconte rien du tout. Sûrement un bouclier suisse pour être aussi neutre. Salut. Non mais ces phares, c'est pas possible, ils sont plus gros que la calandre. C'est incroyable. C'est incroyable, mec. Bon, maintenant, c'est devenu le contraire. C'est la calandre qui est plus grosse que... Eh mais attendez une minute. Ouais, c'est ça, hein. L'arrière aussi, il faut qu'on en parle, parce que c'est un bordel, surtout au niveau de la malle qui ressemble à un empalement hasardeux de tous les éléments nécessaires. Et sur la malle, ils ont décidé de mettre une bosse qui a été très affectueusement appelée The Bangle Butt. C'est sa signature, sa marque de fabrique. En tout cas, sur cette voiture, c'est complètement raté, et pour moi, le fait qu'elle ait un joli derrière est beaucoup trop important. Mais de qui tu parles, toi? Non, mais c'est pas ça, mais... Bon, l'intérieur maintenant de cette série 7, on en parle ou pas? C'est quoi ces couches horizontales posées les unes sur les autres? Ils devaient penser tenir quelque chose, c'est pas possible. Les couleurs et les matériaux, franchement, c'est pas très harmonieux, j'aime pas du tout. Même si on trouvait peu ou prou la même chose chez la concurrence, ça vieillit tellement mal dans le temps, et même les volants sont atroces, même le 3 branches ils l'ont raté. Alors cette BMW, elle aura l'immense honneur d'inaugurer la molette e-drive, censée remplacer tous les boutons. Bon, c'était pas très au point à l'époque, hein, mais dites-vous qu'aujourd'hui on la regrette sur certains modèles plus récents, notamment lors du essai du BMW iX2 que vous retrouverez juste ici. Pour la sauver, il ne restait guère que les moteurs avec des V12 à profusion, des V8 et des 6 cylindres. Alors j'ai beau chier à outrance sur le design de cette voiture, ça ne l'a pas empêché de bien se vendre. Et ce même mieux que sa devancière, la E38, véritable star de cinéma, notamment dans le transporteur ou dans James Bond. À l'époque, elle avait entraîné des réactions exacerbées de la part des fans de la marque, moi y compris, avec notamment des pétitions réclamant la démission de Chris Bangle. En bref, la BMW série 7 E65, c'est une médaille de bronze, mais vous voyez, un bronze bien coulé, mais alors bien coulé, hein. Alors je vais vous éviter le discours habituel que vous avez déjà entendu de partout, selon lequel j'aurais beaucoup hésité entre la première et la deuxième, entre machin et bidule. Bla 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 bla. Gna. Silence, Loctard. Mes couilles sur ton front. Ça suffit, Loctard. C'est insupportable. Merci. Tout ça pour vous dire que, en vrai, j'ai beaucoup hésité entre les deux premières. Hein. Salaud! Première dauphine, la BMW série de Grand Tourer, nom de code F46. Et dans le lot, comme on est des fous, on embarque aussi sa petite sœur, l'Active Tourer. Comme d'habitude, on va commencer par son design absolument dégueulasse. Et pour une fois, vu qu'elle est sortie en 2015, eh bien Chris Bangle n'y est pour rien. Non. Bon, autant le combo phare calandre, ça peut passer.
c'est sans âme, ça raconte rien du tout. Mais de profil, on a affaire à un gros rectangle, un gros cube immense, avec son nez pointu, très court là comme ça, on dirait un canard. C'est vilain, c'est vilain. Les surfaces vitrées sont immenses, vraiment. Ils ont essayé de camoufler le tout avec des plis de carrosserie qui vont un petit peu vers l'avant comme ça. Tout ça pour faire sportif en vrai. Hein. L'arrière, c'est pareil. Il y a des surfaces vitrées immenses. C'est déséquilibré au possible et il n'y a guère que le design des phares qui peut sauver l'engin. Le deuxième truc que je déteste le plus dans cette voiture, c'est que c'est un monospace. Un putain de monospace BMW. Non mais la réunion qui a décidé de la commercialisation de ce truc. Il nous faut une idée pour renforcer notre image de marque. Un monospace 7 places? Un SUV sportif de presque 3 tonnes? Une vraie supercar? Ok pour le monospace. BMW a décidé de faire un monospace 7 places. Les criminels, Les infâmes, les profanateurs, les malappris, les blasphémateurs, les sacripants, les impies. les enculés. Non mais à quel moment vous vous êtes dit c'est une bonne idée? Il nous faut absolument une concurrente à la Mercedes classe B. Ben contente-toi de la version Active Tourer avec 5 places, ce qui est quand même une hérésie, soyons clairs. Hein. Même ces gags de chez Audi, ils ont pas fait de monospace. Bon, ils ont fait la A2 quand même. Hein. Pourquoi avoir fait un monospace en 2015 alors que c'était évident, c'était une catégorie qui se cassait la gueule et les familles ne juraient que par les SUV. Il nous faut un modèle pour conquérir de nouvelles parts de marché. Tu veux qu'on parle des ventes? Le X1, son exact contemporain, 1 million de ventes. 1 million. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? L'Active Tourer de première génération, 400 000 ventes. Même pas la moitié. Ce qui est bien, mais pas top. Et le Grand Tourer, 200 000. Ce qui est relativement peu. Cher BMW. Résultat, ben le Grand Tourer, il a pas été renouvelé. Bon, l'Active Tourer, si. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai parlé de crime de lèse-majesté, de blasphème. Le vrai crime commis par la marque bavaroise, c'est que l'Active Tourer et le Grand Tourer sont les premières BMW à moteur transversal et donc à traction avant. Nani? Oui, j'ai fait un pléonasme, mais en plus, ils se sont pas arrêtés là. L'histoire de la marque jusqu'en 2014, c'était que des propulsions et quelques 4 roues motrices. Point. Pendant près d'un siècle, c'était le pilier le plus solide de la marque. Plus maintenant. Alors, petite parenthèse, le copain Guillaume de la chaîne YouTube Les Cylindres a fait une petite vidéo très sympathique sur les finitions sport que l'on retrouve un peu partout maintenant. Vous savez, celles qui offrent un plumage peu en adéquation avec le ramage des voitures. Que ce long que sera que voilà. Allez la regarder, le lien est en description. Enfin, après avoir fini ma vidéo, bien sûr. Pourquoi je vous en parle? Bonne question. Ben, parce que pour finir de nous achever, à nous les puristes, sachez qu'on pouvait commander à l'époque une BMW 216i Grand Tourer avec un 3 cylindres 1,5 litre de 102 chevaux qui devait tracter par ses seules roues avant 1,5 tonne à vide. Non mais juste imaginez avec 7 personnes, des bagages, un coffre de toit. Le tout en finition M Sport. M Sport sur un monospace 7 places. C'est-à-dire avec des jantes 18 pouces, un bouclier avant sportif, un diffuseur arrière, une double sortie d'échappement. Non mais c'est bon, n'en jetez plus, la coupe est pleine. C'est-à-dire que là, en plus de poser une énorme bouse sur l'histoire de la marque, ils en ont rajouté une belle pelletée sur Motorsport, le préparateur sportif de la marque. Mais pas au point qu'a pu le faire le premier de mon classement. Le BMW XM. Ah, le XM. Je le déteste de tout mon être, de toute mon âme, c'est pas possible autrement. Là, vraiment, c'est le vieux con qui parle, le puriste, le ce que vous voulez. Avec le cœur, avec les tripes. Bref, d'où forcément la subjectivité de ce classement, je le concède. Déjà, il faut comprendre que celle qui m'a fait tomber amoureux de la marque bavaroise, et je pense pas être le seul dans ce cas, c'est la M3 E36. Donc une partie de ce coup de foudre vient forcément du fait que c'est le préparateur Motorsport qui a fait cette voiture. Du moins qu'il l'a modifiée, puisque c'est ce qu'il fait depuis 50 ans maintenant. Je vous la fais rapide, Motorsport, ils ont commencé avec la ME1, alors pas la moto de chez Yamaha, hein, la BMW ME1, une
une supercar avec un 6 cylindres en ligne, une aérodynamique de pointe, propulsion et boîte méca. Et qu'est-ce qu'ils font 50 ans plus tard? La BMW XEM, un SUV hybride rechargeable avec l'aérodynamique d'un pachyderme obèse oreilles déployées, 4 roues motrices et boîte automatique. En gros, c'est l'exact opposé. La mode est au SUV dit sportif, hyper cher. Alors ok, ça se vend bien, mais jusqu'où la marque va-t-elle chier sur son honneur? Je vais citer cet immense joueur de foot, Michel. L'honneur, c'est un luxe l'honneur. Alors vous me direz, c'est pas le premier SUV badgé M de BMW. Et vous aurez raison. X3, X4, X5, X6, ils y ont tous eu droit. Mais ce XM, en plus d'avoir le même nom qu'une Citroën que certains arrivent à trouver jolie, non vraiment je comprends pas. Ben cette voiture, elle est censée être le porte-étendard de la marque, le fleuron, l'incarnation des valeurs et des capacités technologiques de BMW. Celle qui est censée nous faire rêver. Alors Audi, ils l'ont très bien fait pendant des années avec la R8 et son moteur V10 de Gallardo. Oui, il est arrivé à Audi de faire quelques trucs cool. Mercedes, alors c'était la foire au V8 avec les SLR McLaren. Aussi la SLS AMG, la AMG GT qui a eu aussi les 4 cylindres, il faut le dire. Ou encore la toute dernière AMG One avec un V6 hybride de Formule 1. En face, chez BM, on n'avait guère que la i8 avec un design certes de folie, mais son cœur c'était un 3 cylindres hybride rechargeable de seulement 374 chevaux. Alors on peut dire que c'est pertinent, ça fait gagner du poids un 3 cylindres, mais merde, à 140 000 €, je suis désolé, ça fait pas rêver. Voilà pourquoi les vrais fans de BMW, ils attendaient une vraie supercar. Réponse, le XEM. C'est dégueulasse. Avec son gros nez de cochon, son optique coupée en deux digne d'une vulgaire Citroën, un bouclier avant qui sait pas ce qu'il veut ni où est-ce qu'il veut aller, avec ses lignes qui vont de partout. Le profil est juste gigantesque. La portière arrière, faut en parler parce qu'elle mesure 50 mètres de long. Les jantes BMW nous a habitués à tellement mieux. Et puis surtout, elles ont l'air ridicules tellement la voiture est grosse. Et pourtant, c'est du 21 pouces d'origine et jusqu'à 23 pouces en option. Ça s'arrête quand cette surenchère? L'arrière alors, c'est le pompon sur le gâteau. C'est mal proportionné, la signature lumineuse est horrible. Et cette quadruple sortie d'échappement disposée verticalement histoire de remplir un peu tout cet espace vide. Je suis fatigué. L'intérieur de son côté, c'est la définition même de la schizophrénie. On a une voiture M, mais on n'a pas de siège baquet. Pourquoi? Bonne question. Ben pour le confort, pour le luxe à profusion, pour l'espace, tout ce qu'on attend mais pas du tout. On n'attend pas ça d'une M. Il est où le sport? Sur les badges? Sur le carbone, histoire de gagner du poids sur les... Que fait la voiture? Sur les boutons personnalisables du volant? Sur les ceintures de sécurité noires avec les bandes bleues et rouges? Qui jurent avec tout le reste de la bagnole? Eh, c'est bon, hein. Enfin, le moteur, c'est un hybride rechargeable surpuissant, un V8. Tout ça pourquoi? Pour faire à peine pareil qu'une M2. Et ça, c'est une vraie BM au moins. Et dans ces 2,7 tonnes, ce n'est qu'un empilement de solutions techniques pour que la voiture ne se retourne pas tant elle est lourde et qu'elle tienne un minimum le parquet. 2,7 tonnes pour une supercar. Ah, c'est trop. Il l'aurait appelé X7M, bah ça aurait été mieux. Mais là, non. On chie sur Motorsport, ouvertement. Ils sont pas là pour ça, ils sont pas faits pour ça, Motorsport. Il y a des trucs comme ça, il faut pas faire comme, je sais pas moi, le lait avant les céréales, ou la pizza à l'ananas, ou coucher avec sa sœur. Non, oubliez ce que je viens de dire. Bref, ce SUV, il est ni sportif, ni exclusif, ni joli. Poubelle. En tout cas, son meilleur fait d'armes, c'est d'avoir remporté le top 5 des pires BMW du 21e siècle. Voilà, c'était Slyagin pour ce top 5 des pires BMW du 21e siècle. Aimer une marque de voiture n'empêche pas d'être critique envers elle, et les raisons de s'en plaindre ne manquent pas. Pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu et à exploser le bouton d'abonnement, et si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, ben remettez-vous en question hein, et abonnez-vous quand même. N'hésitez pas à donner votre classement en commentaire, et surtout de me proposer votre véhicule pour qu'on en fasse un tour du proprio. J'adorerais tellement qu'on me propose une Grand Tourer finition
M-Sport. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et comme le dit si bien l'inénarrable commissaire Gibert... Bon, allez au Wiedersehen. Ciao!